Lorsque son éditeur, Layard, écrit en avant-propos que l'auteur, M. Ramadan, représente la pensée des frères musulmans, M. Ramadan ne dément pas, loin de là. C'est la préface de son livre Aux sources du renouveau musulman. Chez Bayard. Qui est paru chez Bayard. Qui est un livre d'apologie des frères musulmans et de Hassan al-Banna. Bien entendu, totalement. Et dont l'éditeur lui-même explique que c'est la pensée d'un auteur frère musulman. Et M. Ramadan ne dément en aucun cas. Mais pourquoi est-il capable, d'un côté, d'assumer dans une préface d'un de ses livres qu'il est frère musulman, et de l'autre côté, sur un plateau de télévision, en l'occurrence en 2003, sur le plateau de Guillaume Durand, Campus, il a répété 2 fois « Je ne suis pas frère musulman ». Parce que tout simplement, ce label lui enlèverait tout le charme qu'il peut avoir sur les plateaux de télé. Mais arrêtez, ils sont frères musulmans, je ne suis pas frère musulman et je le dis ce soir. Je ne suis pas frère, point à la limite. Sur cette même émission Campus, avec Guillaume Durand, toujours, quand l'animateur lui a dit « Mais vous avez perdu un procès contre Antoine Sfer qui vous reproche de tenir un double discours », il a dit 2 fois « Non, je l'ai gagné ». Ça, c'est un mensonge éhonté, puisque j'ai le jugement devant les yeux. Il y a d'autres gens qui ont gagné des procès contre vous, comme par exemple Antoine Sfer. Non, il n'a pas gagné. Il n'a pas gagné. J'aimerais donner la parole. Il a été débouté, et la Cour, précisément, lui laisse à Tariq Ramadan la charge des frais de son action civile. S'il n'avait pas perdu, c'est moi qui aurais payé la charge des frais des actions civiles. Là, on est vraiment dans le mensonge éhonté. Et là, vous voyez, vous mettez votre doigt sur un élément important, la fameuse taqiyya, qui est normalement l'apanage uniquement du chiisme, faire de la dissimulation religieuse. La taqiyya, les frères musulmans acceptent de le faire à condition, précisément, d'avoir un objectif, c'est-à-dire réformer la loi ou les lois de là où on vit, et permettre en quelque sorte aux frères musulmans d'accéder à une sorte de, entre guillemets, pouvoir. Je vous en prie, je vous en conjure, lisez le credo des frères musulmans et surtout les 50 commandements de Hassan al-Banna, le grand-père donc de Tariq Ramadan et fondateur de la confrérie des frères musulmans. Alors justement, je suis venu avec un exemplaire de la revue Islam de France qui avait déjà publié ces 50 demandes qui sont effrayantes quand on les lit. C'est vraiment un programme totalitaire tel qu'on pouvait en lire dans les années 30. C'est un programme de gouvernement. C'est un manifeste de gouvernance d'une république islamique. Dans le cadre des cours Horizon de l'Islam, nous vous présentons la cassette numéro 2, Courant de la pensée musulmane contemporaine. Ce que dit Hassan el-Banna, le programme des frères musulmans est constitué d'états parfaitement circonscrits et clairement définis. Nous savons parfaitement ce que nous voulons et quels sont les moyens dont nous devons user pour y parvenir. Regardez les trois. Mais est-ce qu'on peut en parler un peu plus justement de cette figure qui est non seulement son grand-père, mais c'est pas la question, parce qu'on s'en fiche qu'il soit son grand-père. Oui, tout à fait. C'est quelqu'un qui l'a toujours fasciné, c'est le martyr. C'est son modèle politique. C'est son modèle tout court. C'est un modèle global. Un modèle de vie. C'est pourquoi nous cherchons à ce que notre message parvienne à l'intérieur de toutes les demeures, que notre voix soit entendue en tout lieu, que notre pensée se répande et investisse les régions, les hameaux, les villes, les chefs-lieux, les capitales et les métropoles. Pour y parvenir, nous ne serons pas avares de nos forces et nous ne laisserons échapper aucun moyen. Mais néanmoins, pour que les gens comprennent la complexité de cette nébuleuse qui peut aller jusqu'au terrorisme avec la branche armée qui est un peu l'action directe issue de la confrérie, il y a une autre branche qui est aujourd'hui pas forcément en accord avec cette tactique, voire qui la condamne, qui est beaucoup plus politique, qui est beaucoup plus centrée sur le fait de grignoter d'abord la société et la culture avant d'obtenir le pouvoir politique. Et c'est dans cette branche-là qu'évolue Tariq Ramadan. C'est dans cette branche-là qu'évolue la plupart des militants des frères musulmans, des cadres des frères musulmans. Vous avez raison, parfaitement. Charles Jeannequin, bonjour. Vous êtes professeur d'arabe et d'études islamiques à la faculté des lettres de Genève. C'est vous qui avez dirigé la thèse de Tariq Ramadan. Sur quoi portait-elle? Sur les frères musulmans. Il voulait replacer, disons, le mouvement des frères musulmans dans le contexte de ce qu'on appelle le mouvement réformiste musulman, donc qui a ses racines dans l'Égypte du XIXe siècle. Pourquoi avez-vous refusé de valider cette thèse? Alors d'abord, je précise, je ne suis pas le seul à avoir refusé de la valider. Il y avait 2 experts
externe. Nous étions 3 à avoir une opinion négative, c'est pas simplement une décision arbitraire de ma part. Donc il y avait essentiellement 2 choses, à mon avis, qui n'allaient pas. D'abord, le côté trop purement même apologétique de cette thèse concernant Hassan el-Banna, et l'absence, au fond, complète vraiment d'une étude critique, originale, personnelle, des auteurs dont il traite. Dans certains textes, justement, il y a des déclarations quand même de Hassan el-Banna qui sont explicitement antidémocratiques, antipluralistes, enfin, qu'il gomme, n'est-ce pas, quand il fait des citations, il laisse de côté ce genre de passage-là. Comment a-t-il fait pour la faire valider néanmoins? Bon, un autre professeur d'une autre université a accepté de reprendre le travail. C'est sa responsabilité, je ne ferai pas de commentaire là-dessus. Sans les honneurs du jury, je crois. Exactement, sans la mention, ce qui est rarissime, en Suisse comme en France, tout le monde a la mention pratiquement. Je veux dire, c'est un signe fort, même si ça a l'air de très peu de choses, c'est un signe fort. On sait que ça veut dire, ça ne va pas, ne prenez pas cette personne. Donc, de facto, ça lui barrait la carrière universitaire. Je donne un contenu à identité pour savoir ce qu'on va dire quand on veut dire intégrer. Nous, on est d'accord pour l'intégration, mais c'est nous qui allons mettre le contenu. D'accord ? Il faut bien comprendre ça. Je veux savoir ce que j'intègre. Oui ? Donc le lieu dans lequel je suis, d'accord. J'accepte les lois tant que ces lois ne m'obligent pas à faire quelque chose contre ma religion. Je suis un musulman, c'est-à-dire que j'ai une foi, que j'ai une pratique, que j'ai une spiritualité, que je dois, de ce point de vue-là, avoir l'intelligence de mes textes de référence et de mon contexte de vie, que je dois éduquer, m'éduquer et transmettre, et qu'en plus de ceci, je dois agir et participer, où que je sois. Et s'il y a une société qui m'enlève un de ces points-là, cette société-là, je lui résisterai et je combattrai. Si elle me dit, pour être un bon Français, tu dois être un mauvais musulman, eh bien je dirai non.